Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur l'intelligence artificielle. Je m'appelle Amir Reza Toufigui, je suis président de la commission innovation et en charge de l'intelligence artificielle à la CPME. Je suis très ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire dédié à l'IA. Donc, depuis le début de l'année, comme vous le savez, on fait un webinaire tous les mois et l'objectif, c'est de prendre une heure, juste une heure, et d'être très concret. Vous montrer par l'exemple un fonctionnement, une problématique, une solution grâce à l'IA. Et l'objectif, c'est à chaque fois que vous puissiez sortir de ce webinaire avec une solution très simple et que vous puissiez, du coup, juste après, l'utiliser. On a déjà vu lors d'un précédent webinaire ChatGPT et on avait vu comment justement il fallait travailler le prompt, la qualité du prompt. Donc pour rappel, hein, le prompt, c'est la question que vous adressez à l'IA. Et ça a un rôle clé parce qu'il faut bien formuler la demande de manière claire et précise pour avoir une réponse optimale. On avait vu précédemment comment travailler avec la base documentaire de ChatGPT, donc c'était comment poser des questions pour avoir une réponse par rapport à toutes les connaissances que ChatGPT possède, donc tout ce qui est sur le web. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser la technologie ChatGPT pour interroger vos propres données. Donc comment accéder à vos documents internes, aux bases de connaissances spécifiques à votre entreprise, ou encore à des rapports et des études que que vous souhaitez exploiter de manière plus dynamique à travers ChatGPT. En gros, on va personnaliser l'utilisation de ChatGPT en lui permettant de travailler directement avec les informations que vous allez lui fournir. Le webinaire va se dérouler en 2 temps. Donc, une première présentation initiale avec des démonstrations, et ensuite, il y aura une session de questions-réponses. Et donc, pour ça, vous pouvez utiliser le chat donc pour poser les questions au fur et à mesure de la présentation, et on reprendra les questions à la fin. 1 heure, donc pas plus. Je tiens vraiment à remercier notre participant, donc Raphaël Jodot, notre intervenant, de prendre le temps pour ce webinaire. Donc Raphaël, qui va se présenter, qui est gérant de la société Jodot Communication et président de la CPME Jura. Et donc, Raphaël, je te laisse la main. N'hésite pas, si tu as des questions ici à me les poser, n'hésite pas. Oui, bonjour à tous. Alors, première question, Amir, qu'est-ce que ChatGPT? Parce que je ne connais pas très bien ce système-là. Est-ce que tu peux m'expliquer avant que je fasse le topo? Non, bonjour à tous, chers amis de la CPME. C'est un plaisir, évidemment, pour moi de vous retrouver autour de ce thème, ChatGPT. Effectivement, je me présente succinctement. Je m'appelle Raphaël Jodot. À la base, je viens de région parisienne et puis j'ai migré avec grand bonheur il y a 4 ans et demi dans le Jura, où j'ai fondé une agence de communication, ou plutôt j'ai déplacé mon agence de communication. Je suis devenu également président de la CPME du Jura. J'ai cofondé 2 clubs affaires dont je m'occupe dans le Jura et je gère actuellement 3 clubs affaires. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT, mais d'une chose particulière dans ChatGPT, à savoir les espaces ChatGPT. Mais avant tout, on va se poser la question des problématiques qu'on peut rencontrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, puisque nous sommes tous entrepreneurs, que je le suis aussi, et que par conséquent, il est important que vous puissiez comprendre en quoi l'espace ChatGPT peut effectivement vous faire gagner du temps. La première chose sur laquelle ça peut vous faire gagner du temps, c'est évidemment l'automatisation. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une belle image avec quelqu'un qui tient, un chef d'entreprise qui tient une pancarte CTRL-C et puis tous les salariés autour qui font CTRL-V. Parce que effectivement, les clients très souvent posent les mêmes questions, les salariés posent les mêmes questions, et tout ça disperse un petit peu la concentration. Donc que vous soyez à la tête d'une PME ou en charge d'une équipe, ce sont forcément des problèmes que vous rencontrez souvent. C'est la répétition des tâches. Et ça n'est pas une question de, je dirais, d'efficacité forcément de vos équipes si vous ramez un peu parfois sous le poids de ce qui vous arrive, mais c'est aussi un problème de gestion de l'information. Et les espaces GPT vont vous permettre effectivement
de gérer ces espaces, ces informations, cette grande collecte d'informations. En effet, vous avez 2 images, une à gauche où vous voyez, une employée ou peu importe, ça peut être une chef d'entreprise, peu importe, qui se trouve dans une grande bibliothèque, ce qui peut, témoigner de la difficulté qu'on a, dans nos entreprises à retrouver les bonnes informations, quand on est face à une source. Et à droite, vous avez l'intelligence artificielle qui, grâce à des numéros, un petit peu comme dans une bibliothèque, grâce à des références, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, va pouvoir avoir accès très très rapidement à une grande masse d'informations, des manuels techniques, des guides d'utilisation, des rapports financiers, etc., en quelques secondes. Voilà. Donc là où avant vous aviez à chercher des archives, là où vous devez aller chercher vos documents Word, vos PDF dans des dossiers, etc., ou même avec un moteur de recherche synaptique, eh bien, ChatGPT peut aller encore plus loin et répondre à toutes vos questions sans que vous ayez besoin de rechercher l'information autre part. Je précise en passant que dans le cahier des charges qui m'a été donné, il fallait que je ne sois pas trop technique. Donc je vais essayer de ne pas l'être du tout. Ce qui est avec l'intelligence artificielle parfois une gageure. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, par avance, je m'excuse, ou je présente mes excuses auprès de ceux qui maîtrisent vraiment déjà bien le sujet, parce qu'effectivement, il y a des terminologies que je vais volontairement pas utiliser, ou alors en les expliquant, comme LLM ou d'autres, mais on n'en est pas là pour l'instant. Ce qui est vrai pour vous est vrai aussi pour vos clients. Le fait que vous ayez du mal à accéder à l'information, à une grande banque d'informations est vrai également pour vos clients. L'intelligence artificielle et les espaces ChatGPT vont vous permettre aussi de répondre aux questions de vos clients et même de vos commerciaux sur le terrain. Je vais vous en faire la démonstration dans quelques secondes. Donc des informations et des réponses précises qui sont basées sur vos fiches produits, vos conditions de vente, vos garanties, etc. etc. Et évidemment, transformé en chatbot, vous imaginez la puissance que ça peut avoir sur votre site internet, sur des sites de mairie, comme on l'a fait, ou autres, puisqu'en fait, votre support client va être beaucoup moins sollicité, puisqu'ils ne seront sollicités que pour les questions auxquelles l'intelligence artificielle ne peut pas répondre. Enfin, si c'est utile pour vos équipes, si c'est utile pour vos clients, c'est également utile pour vous, puisque vous pouvez, au milieu d'une grande base de données, d'informations, de chiffres, etc., y voir beaucoup plus clair et optimiser vos décisions en n'oubliant rien. Je vous le cache pas, c'est très clairement une chose que je fais quasi quotidiennement. J'ai des espaces GPT, beaucoup, et ça me permet de prendre des décisions stratégiques relativement rapidement. Soit dit en passant, quelque chose dont personne ne parle jamais, et je peux vous en parler très très rapidement. J'ai créé des espaces GPT d'arbres décisionnels, par exemple. C'est que pour mobiliser le moins possible ma charge mentale, j'ai dit, alors par exemple, on va prendre un exemple de priorité de diffusion sur des canaux stratégiques. Est-ce que cette information-là, je dois la diffuser là, là, là ou là? Et en fait, j'ai créé un espace GPT qui va me donner immédiatement la réponse sans que j'ai besoin de me creuser la question, me donner la réponse et donner la réponse à mon équipe de la CPME ou à mes salariés. Voilà. Et c'est le moment de passer à la démo. Vous remarquez que j'ai bien respecté la charte graphique de la CPME. Et c'est parti, je vais maintenant vous montrer tout simplement comment on peut créer un espace GPT et comment ensuite on peut s'en servir. Alors, la première chose, quand vous êtes sous ChatGPT, voilà, de cette façon-là, vous avez ici 4. On voit bien ma souris, tout le monde, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vous pouvez cliquer sur explorer les GPT. Et vous avez en haut à droite, on ne va même pas attendre que ça s'affiche, vous avez un bouton qui s'appelle Créer et qui vous permet de créer un espace GPT. Alors, concrètement, comment ça va se passer? J'ai créé une petite base de documents fictifs pour vous expliquer comment ça peut fonctionner. La première chose que vous pouvez faire, c'est en haut, ici, rajouter une image. Alors là, en l'occurrence, j'ai simulé qu'un de mes clients
aller lancer un nouveau vélo électrique qui s'appelle Voltbike. Et ce nouveau vélo électrique, je souhaite que mes clients, mes salariés, mes commerciaux, ou enfin ceux de mon client, puissent accéder à toutes les informations. Et donc, je veux créer un espace GPT qui va leur permettre ça très rapidement. Donc, la première chose que je vais faire, je vais charger sur mon espace chat GPT. Je vais charger évidemment une photo de mon vélo, voilà, qui est ici. Hop, et il va rentrer ici l'image du vélo. Et on verra tout à l'heure que ça permet de repérer dans la liste qui est à gauche l'espace que j'aurai créé. Maintenant, je vais nommer mon espace Voltbike. Ensuite, je vais décrire à quoi sert cet espace. Alors, sachez que vous avez à droite un aperçu. Et cet aperçu, c'est simple, c'est ce qui va apparaître lorsque vos utilisateurs arriveront dans votre espace. Donc là, on va pas faire beaucoup de prose. Voilà, tout sur le nouveau Voltbike. Et vous voyez qu'à droite, ça s'affiche, et les personnes pourront afficher un message ici. Ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que vous voyez qu'à chaque fois que vous faites une mise à jour, il enregistre la mise à jour. Alors, ça paraît idiot comme ça. Croyez-moi, quand vous avez mis des banques de données importantes, vous êtes content qu'il ait sauvegardé. Parce que quand vous avez tout perdu et que vous devez tout refaire, c'est vraiment catastrophique. Alors ensuite, instruction. Que fait ce GPT? Comment se comporte-t-il? Que doit-il éviter de faire? Alors, on ne va pas faire un immense prompt parce que là, c'est une démo, d'accord? Donc, on va simplement dire cet espace chat GPT répond aux questions de notre équipe, de nos commerciaux, je suis en train d'improviser, hein, et de nos utilisateurs sur notre nouveau produit, le Voltbike. D'accord? Alors, on pourrait laisser comme ça. En revanche, ce qu'il faut absolument faire, c'est circonscrire l'espace GPT au document que vous allez lui donner. Et ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que je vais préciser à l'espace ChatGPT, tu n'iras chercher d'informations que dans les documents fournis dans cet espace. Voilà. Donc, il n'ira pas sur Internet pour aller chercher n'importe quelle information sur un type qui aurait créé un Voltbike, je ne sais pas moi, en Inde. Non, il n'ira vraiment que dans les documents qu'on lui a mis. Vous pouvez également circonscrire des données. Alors, le mieux, c'est de ne pas les mettre dans le document si vous voulez que vos utilisateurs n'y aient pas accès. Mais vous pourriez aussi dire, là on ne va pas le faire parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la démo, mais vous pourriez très très bien dire, par exemple, ne fournit pas d'informations sur le prix du vélo, voilà, par exemple, ou ne fournit pas, voilà, pour sécuriser et pour être sûr que certaines informations que vous voulez sensibles ne soient pas communiquées à vos utilisateurs. Cela dit, c'est une sécurité. Moi, je vous conseille tout simplement de ne pas le mettre dans le document parce que enfin, voilà, c'est plutôt logique. Ensuite, vous avez l'amorce de conversation. Alors, on ne va pas se prendre la tête. Que voulez-vous savoir sur le Voltbike? J'y répondrai avec plaisir. Alors, voilà, j'ai fait exprès. Moi, ce que je dis toujours, c'est il faut que l'amorce de conversation soit la plus courte possible parce que vous voyez à droite que c'est coupé. Donc là, j'ai fait exprès de mettre un truc long de manière à ce que vous voyez que vos équipes ne verront pas forcément tout. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils pourront cliquer sur votre question pour avoir direct les réponses qu'ils veulent. Donc, que voulez-vous savoir sur le Voltbike? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on pourrait très bien mettre donne-moi la documentation technique du Voltbike. Voilà. Et dans une deuxième question, on pourrait dire
Après tout, on peut tout à fait le faire, hein. Donne-moi la documentation ou les informations, on va dire, les informations techniques. Donne-moi les informations techniques du Volt Bike. Comme ça, on pourra l'essayer tout à l'heure. Quelles sont les aides financières, voilà, pour acquérir un Volt Bike, par exemple. Voilà, donc ça c'est une première chose. Vous avez créé en fait votre espace, mais il reste encore le plus important, à savoir évidemment vos documents. Les documents, c'est très simple. Vous allez ici, sous base de connaissances, charger les fichiers qui vont servir pour votre documentation. Donc, j'ai préparé évidemment des documents, voilà, ceux-ci, que je vais intégrer dans le Voltbike. Alors, vous pouvez voir, aide au financement, argumentaire de vente, très important pour les commerciaux. J'ai essayé de faire une démo qui soit justement très transversale, pour que vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire. Mais vous pouvez très bien faire un espace pour les commerciaux, un espace pour ceux qui rangent les stocks, enfin peu importe. Entretien batterie, fiches techniques, logistique livraison, processus commande, stratégie marketing, Voltbike, etc. J'ouvre tous ces documents et vous voyez qu'il va pouvoir les charger. Pardon. Petit détail là-dessus, sachez que vous êtes limité sur ChatGPT, dans les espaces ChatGPT. À partir du moment où ça dépasse 20 documents, vous aurez des problèmes d'enregistrement de votre espace. Donc, il vous met un gros message rouge à ce niveau-là en vous disant « Erreur saving GPT ». Par contre, vous pouvez mettre beaucoup de pages dans vos documents. À une exception près, il ne faut pas que la totalité de vos documents dépasse 2 millions de tokens. Un token, donc je vais expliquer, c'est en gros peu ou prou, c'est pas exactement ça, mais en gros, c'est 4 caractères, on va dire. D'accord? Donc, alors sachez que moi j'ai atteint les limites, donc ça va assez vite finalement. Et ça me permet de vous donner un petit conseil, essayez de filtrer la documentation que vous allez mettre sur votre espace GPT, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'informations qui soient inutiles et que ça vous prenne des tokens et que finalement vous puissiez plus ensuite mettre d'informations utiles, ce serait vraiment dommage. Ensuite, vous avez fonctionnalité, navigation sur le web. Alors ça, c'est comme vous voulez, soit vous voulez vraiment qu'il se cantonne aux documents et simplement aux documents, donc vous le décochez. Bon là, je vais le laisser pour la démo. Et est-ce qu'il y a la possibilité de générer des images DALL-E? Bon, alors après, attention, quand quelqu'un découvre qu'il y a la possibilité de faire des images DALL-E sur l'espace GPT, il peut passer une demi-heure à faire des petits chats cosmonautes, hein. Donc voilà, après, c'est vous qui voyez. Interpréteur de code et analyse de données, ça peut être très intéressant pour le cas où vous avez, moi je le coche tout le temps, pour être très honnête, mais ça peut être très intéressant pour le cas où vous avez des documents Excel, des fichiers de données avec des feuilles, etc. Moi, par exemple, je l'utilise beaucoup pour le SEO, c'est-à-dire le référencement sur Google, où là, il y a énormément de chiffres et donc, forcément, l'interpréteur de code est très, très utile. Vous avez aussi la possibilité de créer une nouvelle action. On ne va pas le faire. Je vous le dis franchement, on ne va pas le faire parce que c'est un peu technique. L'idée, mais je vais vous expliquer quand même ce que c'est. L'idée, c'est de réussir à vous connecter avec un logiciel que vous utilisez fréquemment. Ça peut être un logiciel de gestion de projet, ça peut être, dans le cadre du référencement, ça peut être SEMrush par exemple, un logiciel, voilà. Et vous allez pouvoir du coup utiliser cette API pour récupérer des données de votre logiciel qui vont être ensuite exploitées sur ChatGPT, ou au contraire pour envoyer des données sur certaines interfaces. Vous pouvez par exemple le connecter à votre Google Agenda, à votre Google Drive ou des choses comme ça. Et puis vous pouvez dire à ChatGPT, donne une tâche à Alicia à faire pour le temps, pour le client machin, etc. Et clink, il va vous le mettre dans votre gestion de projet par exemple. Voilà. Donc là, on va pas rentrer là-dedans parce qu'il faudrait intégrer une API et puis voilà, faire un certain nombre de choses. Je pense que c'est un petit peu technique pour le cahier des charges qu'on m'a donné. Par contre, si plus tard vous voulez qu'on essaye ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, nous avons créé notre espace GPT et nous allons donc pouvoir cliquer sur créer. Et à cet endroit-là, vous pouvez soit le partager avec des utilisateurs, ici, c'est-à-dire des utilisateurs de votre entreprise. Pour information, ChatGPT, c'est en gros 20 $, pardon, 20 $ par utilisateur. Donc,
Voilà, suivant votre budget, vous pouvez mettre tous vos salariés ou simplement votre équipe de commercial ou autre, donc par utilisateur et par mois. Mais vous pouvez aussi l'ouvrir, et c'est là que c'est intéressant évidemment, vous pouvez l'ouvrir à tous les utilisateurs disposant du lien. Ça, il n'y a pas de problème et ils pourront, du coup, discuter, avec, l'espace et c'est là que, par exemple, un interfaçage avec un chatbot ou autre, bon après il faut utiliser des API, mais, vous pouvez interfacer et laisser ouvrir votre espace GPT à vos clients. Donc là, on va mettre à jour notre espace. Voilà. On peut copier le lien et je ne vais pas vous l'envoyer tout de suite, mais je vais vous l'envoyer. Mais simplement, on va maintenant faire la démo directement pour voir un petit peu cet espace, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter. Alors voilà, on a notre espace prévu, évidemment, Voltbike, par Raphaël Jodot, parce que c'est moi dans l'entreprise qui l'ai créé. Tout sur le nouveau Voltbike et on a déjà des questions qui sont préfaites, vous vous rappelez, ces fameuses questions sur lesquelles je peux cliquer et il va y répondre automatiquement. Donne-moi les informations techniques du Voltbike, il va me répondre automatiquement. Autonomie, 100 km sur une seule charge, batterie lithium-ion amovible de 500 Wh, etc., etc. Il va absolument tout me donner. Comme j'ai mis un truc assez large, on va lui poser des questions, par exemple, comment vendre le Voltbike si je suis un commercial, par exemple. Donc quels sont les arguments commerciaux? Quels sont les arguments commerciaux, du coup, hein, petit accord, pour le vendre. Hop. Et il va aller chercher dans nos documents automatiquement les arguments qui pourraient être intéressants par rapport au Voltbike. Donc, il y a des arguments d'ordre écologique, pratique, de confort, sécurisé, économique. Alors, pour ceux qui connaissent, en fait, on est totalement dans le fameux outil marketing sans casse, hein, sécurité, orgueil, etc., etc. Donc, il a quand même ces bases-là qui lui permettent de séduire vos clients et de nourrir un petit peu l'argumentaire commercial, mais on peut lui demander, lui poser plein de questions. Quels sont les délais de livraison, par exemple, du Voltbike, par exemple? Alors, très intéressant, avec ChatGPT, il n'est pas embêtant. Généralement, là, je vais laisser la faute d'orthographe exprès, la faute de frappe, et vous allez voir que normalement, il y répond assez bien. Voilà, les délais de livraison du Voltbike sont les suivants. Ça paraît rien, mais moi, au départ, je suis un peu un maniaque de l'orthographe, je l'avoue. Et donc, à chaque fois, j'écrivais tout au début bien, etc. Et en fait, rapidement, on se met dans le feu de l'action à faire des fautes, mais il interprète assez bien. Donc là, vous voyez qu'il nous a mis tous les délais de livraison. Allez, encore une petite. Comment entretenir la batterie du Voltbike, par exemple? Alors, j'aurais pu mettre comment entretient la batterie, ils m'auraient répondu pareil, hein. Voilà, charger dans un environnement adapté, pas la décharger complètement, la nettoyer, éviter les températures extrêmes, etc. Et une petite dernière, pour vous montrer un peu l'aspect aussi, un peu de process, on va mettre, comment passer une commande pour des revendeurs, par exemple. Voilà, donc quantité minimale 10 unités, délai de traitement 5 jours ouvrés, paiement 50 % du montant est dû à la commande et le solde à la livraison standard sous 15 jours, etc., etc. Et donc vous avez quand même un certain nombre de choses que vous pouvez demander. Évidemment, plus vous rajoutez d'informations et plus l'espace va aller rechercher dans ces informations. Alors, je reviens sur ma présentation, je répondrai vraiment à toutes vos questions juste après avec grand plaisir. Je voulais simplement vous dire que, en l'occurrence, ChatGPT, c'est un peu l'espace un peu débutant, si je puis dire, mais qui déjà, vous le voyez, est d'une puissance pour alléger votre quotidien qui est assez énorme. Vous pouvez ensuite aller plus loin, c'est ce que nous faisons avec des bibliothèques de données en créant une RAG.
Retrieval Augmented Generation. Alors là, vous allez utiliser GPT. En fait, le problème se pose quand vous avez une énorme masse de données. Et auquel cas, l'espace ChatGPT, comme je vous l'ai expliqué, est un petit peu limité. Donc, dans ce cas-là, vous préparez vos données, vous convertissez vos documents en texte ou autre, vous les indexez, c'est-à-dire vous les traduisez en vecteurs mathématiques, hein, et ensuite, par un calcul de cosinus, etc., et il va aller chercher dans les documents les informations qui correspondent le mieux à votre question. Ensuite, vous rajoutez le modèle de génération GPT en utilisant l'API de ChatGPT. Vous avez votre modèle de recherche que vous pouvez optimiser. Et là, vous pouvez le faire sur les archives de votre entreprise depuis 40 ans. Ce n'est pas un problème. En revanche, il faut avoir un serveur, il faut utiliser des outils comme Pinecone, etc. pour réussir à le faire. On sort du cadre de l'espace GPT, mais ça répond peut-être aux questions de ceux qui se disaient, bah oui, mais moi, si j'ai beaucoup de documents, comment je fais? Eh bien, soit vous utilisez ce système, soit, ce que je fais parfois un peu par paresse, j'avoue, je crée plusieurs espaces GPT. C'est-à-dire que si vous avez trop de documents pour à la fois les commerciaux, les techniciens, le stock, etc., eh ben, en fait, vous allez créer un espace GPT pour le commerciaux, un espace GPT pour les clients, un espace GPT pour ceci, pour cela. Il est 15h30, j'espère avoir bien tenu les délais, cher Amir. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Raphaël, et tu as très très bien tenu le délai. Alors, je vais reprendre les questions qui ont été posées dans le chat. La première question, et on en avait parlé hier quand on s'était appelé, c'est par rapport à la confidentialité des données. En gros, est-ce que les données qu'on met sur ChatGPT, alors ChatGPT, parce que je disais GPT, donc... ouais, mais moi aussi, mais ça me mettait mal à l'aise parce que les gens se retournaient en disant « Ah bon, je sens rien ». Donc voilà, j'ai fini par dire GPT quand même. ChatGPT, et les données qu'on intègre dans l'espace. Ouais. Est-ce que ChatGPT peut les utiliser lorsque d'autres personnes posent des questions, ou est-ce qu'elles sont vraiment confidentielles et que donc elles ne sortent pas de notre espace à nous? Non, les informations qui sont mises dans un espace GPT sont cloisonnées. C'est-à-dire que non seulement personne ne peut y avoir accès, d'autres que ceux qui ont le lien, etc. D'ailleurs, je ne vous ai pas partagé le lien, mais je peux le faire tout de suite. Comme ça, vous pouvez aller faire Mémuse dessus. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui va passer? Allez, mon petit. Voilà. Voilà. Donc, c'est très cloisonné, c'est-à-dire que non seulement seuls ceux qui ont accès à l'espace peuvent avoir les informations, mais OpenAI s'engage également à ce que ChatGPT ne s'entraîne pas sur les données que vous avez fournies. Voilà. Donc, c'est vraiment hors du circuit, hors du système. Voilà. Après, bon, on sait que ce sont des entreprises américaines, voilà, ce qui a plein de suppositions, mais contractuellement et légalement, réellement, ce sont des espaces cloisonnés. Et en termes, une des questions qui a été posée, c'est en termes de RGPD, est-ce que c'est compatible avec la norme RGPD? Alors, la norme RGPD, c'est surtout, en fait, le problème va se poser surtout quand les personnes vont donner des données confidentielles. Enfin, c'est l'utilisateur qui va donner des données confidentielles. C'est surtout dans ce cas-là que le RGPD s'applique. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais OpenAI a eu des problèmes avec l'Europe à ce niveau-là. À savoir que quand ils ont débarqué, ils ont offert ChatGPT et évidemment, l'Europe leur est tombée dessus en disant « Attendez, montrez-nous pas de blanche, montrez-nous que les choses ont été faites dans les règles, etc. » Ça a retardé le développement de ChatGPT en Europe. On l'a eu un peu plus tard que les autres parce que précisément OpenAI devait se mettre en conformité avec le RGPD. Donc, en tout cas, la réponse officielle, ça c'est sûr, c'est que c'est conforme au RGPD. Ok. Et juste du coup, parce que tu as pris une version payante, donc toi tu avais une version payante, mais les personnes qui du coup vont utiliser le chat n'ont pas besoin d'avoir la version payante. Absolument, absolument. Les personnes qui n'ont pas de version payante peuvent utiliser votre chat comme tout à chacun et comme si il y avait une version payante. Simplement, version payante, si ma mémoire est bonne,
Je ne suis pas très sûr de l'info là, mais je crois qu'en version non payante, on ne peut pas faire d'espace, il me semble. Je suis Oui, plus très sûr de ça, à voir, à vérifier. Voilà. oui, je vois aussi, ouais. Tu confirmes, ouais. Ouais. Ok, donc en fait, il faut avoir une version payante, mais il ne faut pas que toute l'entreprise ait la version payante. Alors, tout à fait. Vous pouvez n'avoir que une version payante pour les salariés qui seront chargés de mettre en place les espaces GPT dans votre entreprise. Et puis ensuite, ouvrir des comptes gratuits, effectivement, aux salariés qui pourront venir consulter. Tout à fait. Ok, ok, très clair. Et est-ce que c'est possible, et c'est aussi une question qui a été posée par Guillaume, est-ce que c'est possible de faire un lien vers une base documentaire, par exemple de mettre l'URL d'un fichier, ça pourrait être un fichier Drive ou peut-être une URL, ou alors il faut vraiment charger des documents? Alors, officiellement, vous pouvez effectivement lui demander d'aller chercher sur certaines URL. Il y a en fait 3 niveaux que vous pouvez utiliser dans l'espace GPT. Vous avez effectivement les documents que vous avez mis. Vous avez ensuite les URL que vous pouvez lui soumettre en disant va chercher ici, va chercher là. Et vous avez le web aussi, parce que je vous rappelle qu'il est connecté. Donc il peut aller chercher des informations sur le web et s'il ne les a pas dans les documents, éventuellement, il peut essayer d'aller chercher. Mais vous avez aussi une autre solution qui existe, c'est les API dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir que vous pouvez vous connecter à des bases de données, effectivement, par le biais d'une API et récupérer les données comme ça et faire des transferts d'informations comme ça. Maintenant, là, je vous ai expliqué ce qui est officiel. Maintenant, le praticien. Je trouve que pour tout ce qui est de réussir à toucher des URL précises, c'est pas toujours hyper précis, j'ai trouvé. Voilà. Maintenant, c'est vrai que moi, je l'avais fait sur des hiérarchies de prompt. Qu'est-ce que j'appelle hiérarchie de prompt? C'est qu'en fait, vous allez dire les informations, vous allez créer une hiérarchie d'autorité de vos textes. C'est-à-dire, vous allez dire mes documents qui sont fournis, c'est la hiérarchie suprême, c'est-à-dire que tout ce qui contredit ces documents, c'est faux, donc tu ne l'utilises pas. Par contre, pour tout ce qui n'est pas dans ces documents, tu peux aller voir sur cette URL parce que voilà, tu peux trouver des informations qui complètent. Et si jamais tu ne trouves pas non plus là, tu peux éventuellement aller chercher sur le web. D'accord? Et moi, j'avais fait effectivement une structure qui était assez complexe avec pas mal d'informations, etc. Bon, j'avais pas été totalement satisfait de la solution, mais OpenAI fonctionne, enfin fait des mises à jour très régulières et en fait, très honnêtement, il y a rares sont les problèmes que j'ai eus qui n'ont pas été réglés dans les semaines ou les mois qui venaient. Donc voilà, Quand tu parles de cette hiérarchie, c'est dans les instructions de l'espace que tu absolument, veux appliquer? ouais, absolument, c'est dans les instructions, ouais, ouais, ouais. Ok. Donc là, on est en français. Ça marche aussi bien en français qu'en anglais? Alors ça, c'est un bonheur. Ça, c'est réellement un bonheur parce que j'avais moi, dans mes bases de données, des documents qui étaient en italien. Je parle pas super bien italien, même si j'ai du sang italien, et ça, c'est génial parce qu'en fait, vous mettez les documents en anglais, en italien, en tout ce que vous voulez. Il va aller chercher les informations exactement pareil, parce que vous imaginez bien que les Italiens font pareil de leur côté, les Anglais font pareil de leur côté, et donc la barrière de la langue n'est pas un problème pour un espace GPT. Ok, ok. Très clair. Il y a une question qui a été posée, alors je vais la lire complètement et je vais essayer d'y répondre et tu me diras si je ne me suis pas trompé. Je suis novice en la matière et concrètement, cet espace ChatGPT, il est accessible où et comment par les utilisateurs en dehors d'un chat sur Internet ou d'un lien fourni aux salariés. Donc on est d'accord que, sauf à passer par une API, en fait, c'est l'URL qu'on donne et la personne arrive sur la page que tu nous as montrée et elle peut Ouais, poser une question en direct. ouais, c'est exactement ça. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des interfaçages qui sont possibles avec des chatbots. C'est-à-dire que vous pouvez créer un espace ChatGPT et ensuite vous allez connecter cet espace ChatGPT avec une API justement à un chatbot qui peut être sur votre. Donc, un chatbot, c'est un robot qui répond aux questions que vous pouvez lui poser et vous pouvez le mettre sur votre site internet où vous pouvez créer tout à fait une interface, que ce soit sur WordPress, sur Drupal ou autre, pour que les personnes puissent y accéder et questionner votre espace. Ouais. Deux questions qui ont été posées, ou plutôt
Remarque, question. Une personne qui dit que finalement Copilot fait déjà ça en se limitant aux documents qui sont dans l'espace de travail SharePoint et en récupérant automatiquement les droits de Ouais, chacun. ouais. Est-ce que finalement il est plus performant pour ce travail de base documentaire ou alors est-ce que ChatGPT apporte une fonctionnalité supplémentaire par rapport à ça? Alors, je suis pas un utilisateur très féru de Copilot, pour être très honnête. J'ai des copains qui le font. Ils m'avaient parlé de cette fonctionnalité aussi, donc on en avait parlé. Je saurais pas dire aujourd'hui à quel point, parce que vous avez plein en fait d'IA, hein, et vous avez effectivement Copilot, vous avez Mistral, vous avez plein de solutions qui existent. Je saurais pas vous dire à quel point Copilot aujourd'hui est plus ou moins performant que ChatGPT. J'ai lu une étude assez récente que j'ai pas ici malheureusement. Je vous en aurais bien donné les références si j'avais su qu'on allait me poser la question. Qui disait que en termes de LLM, alors LLM, j'en ai parlé tout au début pour donner un exemple, c'est en fait c'est des apprentissages de langage, c'est-à-dire des gens, enfin des IA qui peuvent vous parler et avec lesquels vous pouvez parler, pour faire très très simple. C'était la meilleure fonctionnalité actuellement. Maintenant, je sais que Meta est en train de travailler très très dur là-dessus, Copilot aussi, bien évidemment. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Ce sont des IA que j'utilise pas plus que ça. Petite question, je vais essayer d'y répondre et tu me diras si j'ai raison. Est-ce que l'interfaçage avec un chatbot se fait au même endroit où on obtient le lien de partage? Donc là, ça passe par les API. Ah ouais, 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 complètement, Ok. ouais. Ouais. Là, si vous n'avez pas d'API, pour le moment, c'est pas possible. On imagine bien que dans les 10 ans à venir, il va y avoir des transformations monstrueuses de ChatGPT, évidemment. Et moi, je pense pas être un prophète en disant que très probablement qu'un jour, ChatGPT proposera d'insérer un code dans un site internet ou autre qui permettra d'avoir un chatbot et qui permettra de discuter avec n'importe quel espace. Ça, à mon avis, c'est qu'une question de temps, hein. Et pour les personnes, alors tu en as parlé très rapidement, pour les personnes qui aimeraient aller plus loin sur les API, comment elles peuvent faire? Mais si vous êtes développeur, vous savez déjà comment faire en fait, parce que vous avez, c'est simple, vous allez soit développer un petit programme en Python ou, ou n'importe quoi qui va vous permettre d'utiliser ces API justement et d'envoyer les informations. Si vous n'êtes pas développeur, d'abord prenez des cours. Honnêtement, ce sera le plus simple. Ouais, Mais, sinon ça va être compliqué. mais ça veut dire qu'on peut passer par une boîte en informatique pour nous faire l'interfaçage entre l'API de ChatGPT Ah et bien notre site sûr. web. Ah bah bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ok, ok. Est-ce que tout à l'heure on parlait de langue étrangère? Mmh. Est-ce qu'il pourrait prendre une base documentaire qui est dans une langue étrangère? Donc c'est une question qui a été posée, hein. Une Mmh. base documentaire dans une langue étrangère et répondre en français. Oui, c'est ce que je disais. Ah C'est d'accord, ce que ok. je disais. Moi, dans les documents que j'avais mis pour un client, c'était de la documentation italienne. Et en fait, il vous répond en français, quoi. D'accord. Alors, si vous avez 90% de votre base en italien, précisez dans votre prompt que vous voulez une réponse en français. Voilà, c'est aussi bête que ça. Sinon, il va commencer à vous parler en italien, vous allez l'arrêter, énervé, vous allez dire non en français, et puis vous perdez du temps, alors qu'on est là pour en gagner. Mais il va vous répondre en français sur une base documentaire qui est étrangère. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, ok, ok. Et est-ce qu'on peut mettre des tableaux Excel dans les fichiers? Ou est-ce que. Alors tout à l'heure, je crois que tu as mis des documents Word, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai, j'ai mis quasiment que du Word là. On Ouais, peut j'ai mis mettre, que du Word d'ailleurs. on Ouais. peut mettre du Excel, du PDF. Absolument. Alors, en termes de format, vous pouvez mettre du TXT, donc du texte brut. Vous pouvez mettre du CSV, vous pouvez mettre du XLS, c'est-à-dire ou du XLXX évidemment, donc des fichiers Excel. Vous ne pouvez pas mettre d'EPUB. Par contre, je crois, ou alors c'est l'inverse. Soit vous pouvez mettre des EPUB, mais pas des MOBI, soit des MOBI et pas des EPUB. C'est-à-dire qu'il faut convertir l'un dans l'autre. Vous le verrez très vite, de toute façon. Mais vous pouvez même mettre des bouquins. Euh, c'est tout à fait possible, hein. Euh, pour les profs de français, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais c'est très très utile. Vous rentrez des bases de données de bouquins et puis vous allez chercher des citations, vous demandez à ChatGPT de vous dire voilà à quel moment l'auteur parle de ceci, cela, il vous dit tout, c'est assez pratique. Ok. Et une question qui a été posée aussi pour discuter sur le lien, donc le fameux lien que vous avez envoyé, et pour pouvoir poser des questions,
il faut avoir un compte, au moins un compte gratuit pour pouvoir justement poser des questions. On ne peut pas se connecter. Oui, oui, ça, c'est le cas, sauf si vous passez par justement une API et que vous l'interfacez avec un chatbot, voilà. Ou je dis un chatbot, n'importe quelle interface que vous aurez développée, si vous êtes dev. Sinon, oui, il vaut mieux avoir un compte gratuit. Ouais. Bien sûr. Question, alors peut-être plus en termes créatifs, mais quelle utilisation on peut imaginer pour les ressources humaines? Alors, pour les ressources humaines, ça peut être très utile pour, par exemple, filtrer, des salariés en fonction de leurs équipes, de leurs si vous mettons que vous ayez un grand tableau Excel, d'accord? Avec tous vos salariés, toutes vos équipes, voilà, les postes, les emails, les téléphones, et cetera. Vous pouvez déjà interroger cette base de données en me disant, redonne-moi, tous les salariés qui sont, dans l'équipe rouge, de l'équipe de production, je sais pas quoi. Il va tout vous mettre. Vous avez besoin d'envoyer un mail à un des salariés, vous dites: «C'est quoi déjà le mail du machin?» Enfin du machin, pardon, de la personne, hop, et puis il va vous le sortir. Bon, ça c'est une première utilisation. Une deuxième utilisation qui est pas déconnante du tout, c'est, la génération de documents. C'est-à-dire que vous avez une lettre, d'embauche, de promesse d'embauche ou contrat de licenciement ou, de promotion, ou peu importe, à faire. Vous pouvez lui mettre un modèle de lettre que vous allez intituler modèle de lettre, hein, pour être super original, comme l'allée avec plein de statuts, pour ceux qui ont la ref. Vous allez l'appeler modèle, et vous allez dire dans votre prompt, quand je te demande de faire une lettre, j'en sais rien, de licenciement, par exemple, tu vas utiliser ce modèle-là, qui contient déjà un logo, un ceci, un cela, et il va vous le sortir. Donc ça peut être aussi, assez utile. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est tout ce qui est de l'information, alors, vous pouvez éventuellement, ça paraît idiot, mais ça m'est arrivé une fois, faire des plans de table. Dans les ressources humaines, par exemple, vous pouvez tout à fait, alors dans la limite évidemment, de ce qui est légalement autorisé, mais vous pouvez tout à fait dire, cette personne, elle aime voilà, elle est sportive, elle fait ceci, elle fait cela, elle aime telle chose, et cetera, dans le tableau Excel. Et puis ensuite, vous allez dire pour les plans de table, j'aimerais qu'ils mettent, les gens, qui ont les mêmes affinités ensemble. Et que tu évites de me mettre des personnes qui, au contraire, pourraient avoir des bisbilles entre eux. Voilà, si jamais il y a déjà eu un conflit entre 2 collègues, et ben, dire, «Ce collègue-là est en conflit avec celui-là», et hop, il va vous dire, «Bon, bah, très bien, ça je l'exclus». Donc, on peut, c'est après, sky is the limit comme on dit, hein. C'est vraiment votre intelligence qui va savoir saisir les 1000 implications que vous pouvez avoir grâce à un espace, GPT. Et question qui a été posée aussi, est-ce qu'on peut intégrer de la voix, on va dire par exemple un lien YouTube ou un enregistrement audio et Mmh. qui soit du coup utilisé par ChatGPT? Alors pour le moment, c'est pas natif. C'est-à-dire que pour le moment, autrement dit, vous pouvez pas. En revanche, il y a des modules sur ChatGPT, qui sont créés par des gens, comme vous et moi, hein, qui essayent d'exploiter ça. J'en ai essayé pas mal, j'ai toujours été déçu jusqu'à présent, mais on sent que c'est une demande, que c'est un besoin. Par exemple, pour faire un compte rendu de réunion, vous voyez, c'est idiot, mais vous placez votre enregistreur et puis ensuite il vous fait tout un truc. Ça, c'est quelque chose que dès que ça sort, je le fais, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est, dans le plan de développement, de ChatGPT, mais ils ont pas donné de date, donc je ne peux pas vous dire exactement quand cette fonctionnalité sera native. Alors pour le coup, cette fonctionnalité, je sais qu'il y en a d'autres qui le font, en Ah, termes, IA. mmh. Ah oui, Est-ce il y a d'autres IA qui sont Oui, spécialisés là-dedans par contre, oui, bien sûr, j'ai oublié de le dire, c'est vrai, ouais. ouais. Mmh. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, on parle de ChatGPT, heu, quelle est ta vision sur Mistral qui, pour le coup, nous permettrait d'avoir, un acteur européen, français et européen? Alors, bah, moi je dirais déjà, cocorico, hein, donc déjà forcément, moi ça me plaît beaucoup. Il y a une confidentialité des données. Mistral, c'est un système qui est, de plus en plus puissant. Heu
Personnellement, j'ai testé la version payante et je l'avais testé spécifiquement pour du développement, pardon, alors développement web ou développement d'application. Je l'avais trouvé un peu moins performant que ChatGPT. Et je pense que avec la dernière mise à jour que j'ai pas encore testée, elle est sortie là il y a quelques jours, la dernière mise à jour justement orientée dev de ChatGPT, à mon avis, ça va être compliqué. Par contre, je pense que Mistral, il faut les soutenir à fond, ça c'est clair. C'est une très belle équipe, c'est un très beau projet. Et ça rappelle que nous autres, les Français, on est loin d'être à la ramasse sur l'IA comme on le pense souvent, et qu'au contraire, on a des gens qui sont ultra compétents en la matière, et Mistral en est un des fleurons. Ouais. Et ils ont la fonctionnalité justement d'espace, comme on a vu là tout de suite, pour les bases documentaires? Je crois que oui. Je crois que oui. Je n'y mettrai pas ma main à couper, mais il me semble bien avoir vu ça. Par contre, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous dire. Est-ce que, pareil, hein, je prends les questions qui ont été posées, est-ce qu'on Mmh. peut faire des recherches dans des banques d'images? Ah! Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, je trouve que ChatGPT n'arrête pas, de s'améliorer, dans le décryptage, pictural, effectivement. Aujourd'hui, vous pouvez lui montrer une image et il reconnaîtra, le petit chaperon rouge ou ceci ou cela. Enfin, d'ailleurs, il vous dira pas forcément petit chaperon rouge, mais il vous dira, fille avec un manteau rouge, et cetera. Enfin, il arrive vraiment de mieux en mieux à identifier les images, et donc vous pouvez effectivement lui envoyer des images. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est particulièrement, je trouve, performant pour décrypter du texte sur les images. C'est quelque chose alors là que je fais quotidiennement. Je fais des copiés de capture d'écran, hein, en fait, d'un mail ou je sais pas trop quoi, clac, que je passe à ChatGPT en disant fais-moi une réponse. Alors moi j'ai un modèle de réponse en fait que j'ai créé qui est avec mon style, qui reprend. J'ai mis tous les articles enfin une partie des articles que j'ai écrits pour qu'ils reprennent vraiment mon style, etc. Et je lui dis voilà, à partir de cette image, réponds. Et il arrive quasiment tout le temps en fait à lire l'image, enfin le texte qui est sur l'image. Donc oui, il y a un décryptage qui est assez performant sur la question des images. Ouais. OK. Question qui a été posée, mais je vais apporter la réponse. Il y a une question qui a été posée sur le fait d'intégrer ChatGPT à un CRM. Donc, c'est la même réponse que tout à l'heure sur le fait qu'il faut utiliser des API Exactement. pour faire le lien entre le CRM et ChatGPT. Donc là, il faut passer par une entreprise qui vous développe ces API-là. Voilà, si je peux juste compléter, il y a beaucoup de CRM aussi qui développent leur propre intelligence artificielle, hein. C'est-à-dire qu'ils vont sur des intelligences artificielles open source et qui, alors généralement c'est les grosses boîtes, hein, mais qui vont développer leur CRM, enfin leur IA et même leur LLM, c'est-à-dire leur modèle de langage, mais vraiment spécificité métier, quoi, CRM. Et donc c'est possible hein, avec ChatGPT, certains le permettent, mais beaucoup aujourd'hui développent leur propre IA. Question, tu n'en as pas parlé, mais les questions qui sont posées dans l'outil, est-ce que le propriétaire y a accès, peut avoir une liste de toutes les questions Non, qui ont été posées? non, Non. non, non, Donc ça répond à une question qui a été posée. On ne peut pas du tout, en tant que propriétaire de l'espace, exploiter les non, questions qui ont été posées pour des fins non, commerciales. malheureusement non. Alors ensuite, ça j'ai jamais essayé parce que je suis pas assez tordu, mais mais c'est peut-être pas si tordu que ça. Ce serait éventuellement de faire une API, donc une API, qui permettrait éventuellement à l'espace d'envoyer les questions posées à un tableur Google Sheet ou autre. Ça pourrait. Bon, éventuellement. Alors, en revanche, ça, c'est pour votre espace. Pour les comptes de vos salariés, ça, il faut que vous en ayez bien conscience. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent à ChatGPT, vous n'aurez jamais accès. D'accord. Par contre, pour l'espace, ce que je viens de dire pourrait être quelque chose à tenter pour récupérer. J'y avais jamais pensé, pour être honnête. C'est pas idiot. Je vais réfléchir. Voilà. Ouais, c'est qu'au niveau de l'API, récupérer avant de poser la question à ChatGPT, de la récupérer pour l'enregistrer. Ouais, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Alors, je sais pas si on pourrait le faire en get, c'est-à-dire avant.
ou si... bon, à voir. À voir. Question qui a été posée aussi. Un client m'a parlé de Perplexity. Quelle est la différence avec ChatGPT? Eh bien, je n'en sais rien, je ne connais pas Perplexity, désolé. Ouais. Aucun problème. On a encore quelques minutes, donc je vais en profiter pour reposer quelques questions qui ont été posées. Alors, question très d'actualité. Donc, je la lis comme elle est écrite. Et si on parlait un peu de l'impact carbone de ChatGPT, RSE, Mm. qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que tout ce qui est serveur consomme évidemment et a un impact carbone assez lourd. Ça, c'est certain. Je le disais déjà quand on est passé du papier au numérique, parce qu'on nous avait vendu effectivement un modèle propre où on disait arrêtez d'imprimer du papier et faites tout en numérique. J'ai toujours été un petit peu sceptique là-dessus. Parce que effectivement, les serveurs consomment énormément et c'est un vrai enjeu. Et je dirais que je ne suis pas, dans le cadre de cette conférence, habilité à répondre à la question suivante. Est-ce qu'il faut avoir une logique de croissance ou de croissance décarbonée ou de décroissance? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le modèle qu'on va se poser, évidemment, par la suite, c'est est-ce qu'on exploite à fond les possibilités que notre intelligence et nos outils nous donnent, même si c'est carboné, ou est-ce qu'on s'auto-limite, on s'empêche d'aller toujours plus loin parce que la planète n'y survivra pas. C'est clairement la question qui se pose. Hein. C'est derrière cette question. Donc, évidemment, je vais pas maintenant répondre à cette question parce que c'est pas l'objet du thème, mais c'est une vraie question. Les serveurs consomment énormément. Autre question, est-ce qu'on peut demander à ChatGPT de nous prévenir par mail s'il n'a pas la réponse pertinente? En gros, au lieu de répondre à côté de la plaque, qu'il nous fasse un mail en nous disant cette personne-là a posé la question, mais je n'ai pas la bonne réponse. Ouais, toujours pareil, en utilisant les API. Ouais, D'accord. Mais tout à fait. Mm. pas Alors, directement à travers l'outil. non, pas directement à travers l'outil. Alors sachez quand même, pour ceux qui utilisent l'outil, que moi j'utilise beaucoup, ChatGPT est interfaçable avec Zapier. L'outil Zapier, hein, qui permet une interconnectivité entre les applications. Et donc, à partir du moment où vous récupérez des informations de ChatGPT dans Zapier, après, vous faites ce que vous voulez tant que Zapier vous permet l'interconnectivité avec d'autres applications, que ce soit une application de mail, que ce soit une application Drive, que ce soit une application, tout ce que vous voulez, quoi. Une remarque, parce que c'est vrai que parfois ça arrive, ChatGPT parfois peut répondre complètement à côté de la plaque. Et donc, comment on peut avoir confiance du coup et éviter, quand justement le dire en gros, si tu n'es pas sûr de la réponse, tu réponds pas. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou comment on peut faire pour être sûr que lorsqu'il répond, il est sûr de lui? En fait, il faut adopter une logique d'exception. Les devs connaissent ça très très bien. La logique d'exception, c'est quoi? C'est quand il y a un truc qui n'est pas prévu qui se passe, ben voilà comment on va réagir. Voilà. Donc ça, vous pouvez très bien l'intégrer dans votre espace ChatGPT. Par contre, la question se pose beaucoup plus pour les problèmes d'interprétation. Je me rappelle, il y a quelques semaines, il y a c'est une adhérente de la CPME d'ailleurs qui me dit oui, je suis avec mon fils, est-ce qu'il peut me rémunérer, etc. Puis je me dis tiens, je posais la question à ChatGPT pour voir quels sont les. Donc je lui demande un fils peut-il rémunérer je ne sais plus comment j'avais posé la question. Mais bref, ChatGPT me répond: «Alors oui, bien sûr, les marins peuvent être, indemnisés, quand ils partent en mer», et en fait, il n'avait pas compris fils mère et mère, voilà. Alors j'étais par audio aussi, hein, j'étais pas par écrit, donc ça explique aussi l'erreur évidemment. J'ai repris la main par écrit, puis je dis: «Mais non, mère, M-E-R-E», voilà. Mais là, c'est vrai que de temps en temps, on a des réponses juste lunaires, quoi. Donc là, c'est un peu difficile, sauf à gérer cette histoire d'exception que je vous disais. Tu n'as pas l'information ou tu considères que l'information n'est pas fiable ou les sources sont non concordantes à autorité égale, eh bien, tu me réponds voilà, ce qu'on veut en fait, hein, ou tu déclenches une action. Et ça, il faut le mettre dans la partie instruction. Eh oui, oui, Et, oui, tout à fait. et d'ailleurs, est-ce que dans la partie instruction, est-ce qu'on peut lui demander d'ajouter une référence lorsque la réponse est donnée? Par exemple, de dire
c'est dans ce document-là Tout à fait. des process que vous le retrouverez. Tout à fait. Alors moi, c'est une déformation de juriste, parce qu'à la base, je suis juriste. Ma déformation, c'est que j'aime bien les sources. Et donc, quand je lui mets de la grosse documentation, alors là, pour le Volt Bike, vous imaginez bien que c'est général, donc c'est pas, ça s'y prêtait pas. Mais très souvent dans les prompts, je lui impose de citer la source de la provenance de l'information. Maintenant, il faut savoir que aujourd'hui, les puissances serveurs sont forcément limitées puisque ChatGPT est mutualisé. Évidemment, tout le monde utilise les mêmes serveurs. Donc, ils sont obligés de segmenter. Donc, il est évident que dans cette perspective-là, ChatGPT ne va pas forcément, on revient sur une question de carbone, est-ce qu'il faut agrandir les serveurs ou en faire toujours plus ou pas, mais ChatGPT va forcément être limité au niveau de ses ressources techniques. Et donc, comprenez bien que si vous faites un prompt qui est très long, très très long, avec plein d'exceptions de ceci, de cela, etc., vous aurez un mauvais résultat. Ah, je vous le dis. Pour le moment, ChatGPT n'est pas outillé, alors pas en termes de dev, pas en termes de programmation, parce que ça, il n'y a pas de souci, mais même en termes de capacité technique, ChatGPT n'est pas outillé pour bouffer 50% du serveur pour vous, quoi. Donc voilà, vous pouvez avoir là aussi des trucs complètement lunaires. Et je vous parlais des sources parce qu'à une époque, j'ai fait un énorme ChatGPT. J'avais même dépassé la limite de token, donc j'avais été obligé de réduire. Et en fait, il me citait des choses, mais il me donnait la source qu'une fois sur 3, quoi. Donc, et ça, rien à faire. J'avais beau prompter, j'avais beau faire tout ce que je voulais. Et c'est là quand même que j'ai touché la limite en me disant, bon, ok. Après, je suis joueur aussi, hein, je ne dis pas que vous allez dépasser autant, mais il y a une limite technique qui existe. Bon, de programmation aussi, mais c'est d'abord technique. Aujourd'hui, mais peut-être que ça va changer bientôt. Ben oui, je pense. Oui, non, mais franchement, je pense. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Je vous en prie. On a atteint notre timing, il est 16 heures. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris. Je vous en prie. Merci à tous les participants pour votre présence aujourd'hui. Et donc, on reprend dans un mois pour un autre webinaire autour de l'intelligence artificielle. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.